Amis de la librairie Edgar, amis des livres, bienvenue à ce sixième rendez-vous du lundi. Et ce lundi, nous recevons Gérard Cardone. Bonjour Gérard. Bonjour Dominique. Alors Gérard Cardone, qui est Gérard Cardone? À Strasbourg, il est un peu connu parce que on l'entend parfois, mais c'est un personnage quand même hors du commun. Militaire de carrière, officier, saint syrien et maintenant écrivain. J'ai compté une trentaine d'ouvrages à ton actif, à peu près. Gérard, c'est un homme de conviction, un homme d'engagement, de débat peut-être aussi. C'est un homme aujourd'hui qui est engagé dans les droits de l'homme, les droits de la femme, certains combats humanitaires, mais c'est aussi surtout viscéralement alsacien, Totalement. euh, rhénan de cœur et européen convaincu. Ouais. Est-ce que ce portrait est juste, Gérard? Oui, comme c'est tout de même très généraliste. Oui. C'est vrai que dans chacun de ces domaines, il y aurait beaucoup à dire. Quand on dit qu'on est, par exemple, européen convaincu, oui, peut-être pas l'Europe que je vois aujourd'hui. Moi, je suis pour l'Europe des pères fondateurs, pas ce que je vois aujourd'hui. Et c'est vrai que dans mes combats à l'extérieur, je me suis toujours battu contre l'Europe, qui avait une position différente. Voilà. Mais je reste tout de même un Européen convaincu. Oui. Et foncièrement rhénan aussi, puisque on a des ouvrages dans lesquels tu as écrit, et puis colmarien, quoi. Absolument. Colmar qu'on va retrouver un peu dans tous les écrits, et puis dans celui dont on va parler tout à l'heure. Alors avant de parler de l'insoumise du Caucase, j'ai voulu aussi qu'on parle 2 minutes de Il est mort le poète, aux éditions Vibration, qui nous raconte Pouchkine, ou plutôt c'est Nikita qui raconte Pouchkine. Oui. Son fidèle serviteur, un ancien soldat, et jusqu'à cette tragédie qui est ce duel qui va mener à la mort de Pouchkine, avec cet infâme baron d'Antès, colmarien aussi. Colmar. C'était quoi? C'était une sorte de coureur de jupons, de dandy, de parvenu sous le Troisième Empire. Oh, Militaire. N'étaient-ils pas tous comme ça à l'époque? Hein, tous ces gars. Il était sorti de Saint-Cyr, il est parti un peu dans les grandes écoles, il est parti se vendre auprès du tsar, mais c'était classique. Les officiers français étaient reconnus, recherchés, mais ils avaient place dans toutes les grandes cours, on les prenait. Bon, Dantès a fait jamais que son travail, je dirais bien. Enfin, avec une idée quand même un peu perverse, il épouse la sœur de la femme de Pouchkine parce qu'il convoitait la femme de Pouchkine. Enfin, c'est quand même fou. Oui, il était amoureux, ça c'est certain, il était amoureux de l'épouse de Pouchkine, Nathalie, hein, ça c'est certain. Mais bon, je dirais, c'était dans l'ordre des choses. Elle, c'était pas une noix blanche. Il faut me dire les choses. C'était comme on dirait aujourd'hui, une allumeuse de première, hein, avec à la cour du tsar où tout se passait à condition que ça ne se sache pas. D'accord. Derrière le rideau, pas devant, voilà. Alors ça me permet aussi de poser une question, et qui revient un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, cette carrière militaire, ces engagements, etc. Mais on sent aussi chez toi une vraie attirance pour ce qu'on appellerait l'Europe de l'Est. Ou la Russie, les Balkans, et puis le Caucase, on va en parler tout à l'heure. Mais pourquoi cette attirance-là, alors que tu as été en Algérie? Peut-être aurais-tu été plus attiré par l'Afrique ou l'Amérique du Sud, ou que sais-je? Je suis très attiré par l'Afrique. J'ai passé mon enfance là-bas. Bon, j'ai des racines qui me sont. Tunisie, Maroc, Algérie, c'est un peu chez moi. Et Oui. je le dis en plus, très honnêtement, je suis encore invité, on m'a demandé à rencontrer un parlement dont je ne tais le nom aujourd'hui, j'ai un peu réticent, c'est tout. Oui, on va pas Non, parler de ça. Mais il y a une mais, vraie... mais la Russie, c'est tout de même, on oublie, pour moi, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, il y a une chose qui m'a marqué, et je crois qu'on ne le voit pas assez souvent chez nous, les armes de la Russie. Il y a peu de gens qui l'ont dans la tête. Un aigle a deux têtes, un vers la droite, un vers la gauche, un vers l'est, un vers l'ouest. On leur coupe l'ouest, ils vont vers l'est. On leur a coupé l'accès à toute l'Europe, etc., pour des raisons politiques, hein, géopolitiques. Ils ont
1,5 milliard de gars qui les attendent de l'autre côté. Ils n'ont pas de problème. Ils ont passé un contrat de pétrole pendant 20 ans. On retrouve Gérard Cardone et la c'est géopolitique, la géopolitique. évidemment. Mais je crois qu'il y a une vraie attirance aussi pour les pays, pour les gens, pour les coutumes, etc. On va revenir sur les cartes tout à l'heure. Mais maintenant, venons au livre qui nous rassemble aujourd'hui, L'insoumise du Caucase, qu'on montre à la caméra. Alors l'insoumise du Caucase se passe dans un pays qu'on a du mal à situer, c'est l'Azerbaïdjan. Mais il commence par une préface de Robert Hossein. Alors, pour moi, Robert Hossein, il était russe, mais non, il est azéri d'origine. Oui, son père était, disons, azéri. Hein. Bon, c'est un peu complexe les différentes régions là-bas, mais il était azéri. Ce qui fait qu'il a une ascendance logique. Et quand on parle de Robert Hossein en Azerbaïdjan, c'est la star. Ah bah oui, j'imagine. Ah ouais, c'est un grand monsieur. Et puis alors, quel plaisir d'avoir reçu une préface pour ce livre. Oui, malheureusement, je veux dire qu'il est décédé en décembre. Ouais, oui. Ça m'a mis un choc tout de même, J'imagine. parce que c'est un homme que j'ai rencontré d'abord par lettres, téléphone, etc. Puis on s'est rencontrés. Je me rappelle de ce déjeuner, Einstein d'ailleurs, on était ensemble. Quand cet homme parlait, c'est la première fois de ma vie, et je crois que je n'entendrai plus jamais ça, quand il prononçait le mot culture, il y avait un C majuscule. Lui pouvait se le permettre. Je vois beaucoup de gens qui me parlent de culture. Bon, j'ai vite envie de m'enfuir. D'accord. En tout cas, merci pour cette préface. Merci à Monsieur Robert Hossein, donc qui commence par nous introduire dans ce livre formidable, L'insoumise du Caucase. Alors, les personnages, en fait, on en a 4. On a Gabriel, qui est colmarien, Ah oui. qui accepte une mission qui est inspirée de la route des vins pour trouver moyen de construire une route touristique dans ce pays. Ensuite, il y a Fidan, Mizami et Mazati. Ouais. Je dirais les 3 mousquetaires. Parce qu'il y a un passager clandestin dans cette histoire. Oui. Alexandre Dumas. Alors quand je suis tombé là-dessus, je dis mais pourquoi il est là-dedans? Alors effectivement, il y a eu un livre qui est Voyage au Caucase, qui malheureusement n'existe plus que sous version numérique ou alors des versions anciennes. Non, j'ai un exemplaire. Tu dois en avoir un exemplaire que je ne connaissais pas. J'ai découvert ça. Et ça permet d'être un peu un fil conducteur. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces 4 personnages? Bon, il faut voir dans quel esprit j'ai voulu écrire le livre. C'est en fait, comme tu as dit au début, l'Azerbaïdjan n'est pas tellement connu. On va regarder tout à l'heure. Pas tellement connu. Et je me suis dit, bon, le livre c'est pour, entre guillemets, vendre l'Azerbaïdjan, vendre ce pays, le faire connaître dans tout, dans sa culture, dans ses traditions, dans son peuple, dans sa géographie. Bon, venir avec un petit Alsacien qui vient de Colmar, un écrivain qui arrive comme ça, qu'est-ce qu'il va raconter? Il racontera son Alsace. Donc il lui fallait des partenaires. Alors, qui sont ces 3 personnages? J'ai pris 3 partenaires. Alors, un, c'est Nizami, c'est un architecte. Oui. Un architecte. Donc, on voit tout ce qui est domaine architectural, etc., pour raconter le pays, j'ai la source. Massati, elle est archéologue. Alors là, c'est l'histoire, on rentre dans l'histoire, etc. Et Fidan, Elle est historienne aussi. elle c'est l'historienne, c'est en fait l'histoire complète de l'Azerbaïdjan et la région du Caucase. Tout ce qui se passe en ce moment ne peut s'expliquer que par l'histoire et la géographie. Alors, Fidan, c'est aussi le personnage titre. C'est elle, l'insoumise. Oui, c'est l'insoumise. On va découvrir au fil des pages que cette femme d'aujourd'hui, libérée, qui assume ses origines, qui est du Karabakh, en plus il y a un chapitre émouvant où on voit, on assiste au résultat d'un bombardement arménien, enfin on ne va pas s'étendre là-dessus, mais où elle exprime sa douleur, ses émotions, c'est un passage très très fort. Et puis en fin de compte, c'est vrai, le vrai personnage, le 5e personnage, c'est le pays. C'est le pays. C'est l'Azerbaïdjan. Alors, on va proposer à nos amis qui sont de l'autre côté de la caméra de regarder d'un peu plus près les cartes et les photos.
Donc on va s'approcher des petites choses que j'ai faites. Alors l'Azerbaïdjan, c'est où? C'est quoi? C'est... Eh ben, tiens, si tu veux, je te donne une petite réglette. Le plus simple, c'est de désigner déjà Alors un ici, lieu. ici on a Berlin. On va déjà montrer. Ici on a Berlin, Oui. Saint-Pétersbourg, Moscou. La mer Noire. La mer Noire, Et puis l'Azerbaïdjan est là. Là, c'est Voilà. la mer Caspienne. la mer Caspienne, voilà, Alors ici on a l'Azerbaïdjan, Ouais. l'Arménie, la Géorgie. la Géorgie. Voilà. Alors, on va se rapprocher un peu plus. Donc là on voit un petit peu mieux. Donc c'est une mer intérieure. Ouais. C'est pas un lac, c'est une mer. Hein. Mer intérieure. Donc, et ça c'est le Caucase. Le Caucase, donc une montagne qui sépare la mer Noire et la Caspienne. Alors là on est à la croisée de tous les mondes, Ouais. de l'Orient, de l'Occident, De l'Asie. sur la route de la soie. Mhm. Exactement. Alors route de la soie, on a tout de suite le réflexe Samarcande de se dire, ben non, elle est là aussi la route de la C'est soie. comme ça ici, là. Ouais, ouais, ouais. C'est assez fabuleux. Un paysage mosaïque aussi, un pays mosaïque. Et il y a on peut considérer qu'il y a 7 climats. C'est-à-dire on va depuis l'altitude de la mer Caspienne, mais on va jusque dans mon Caucase, on monte à 4600 mètres. Bon, il y a la neige, les glaces, on a du désert, des savanes, des steppes, et on a des vignes. Oui, Voilà. oui d'ailleurs tu parles du vin qui a l'air fabuleux aussi. Hein. Tu aurais pu nous amener une bouteille d'ailleurs. Tiens. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on te parle d'une mosaïque géographique, mais aussi une mosaïque ethnique, culturelle, religieuse. Très. Là, on voit un petit peu mieux. Donc, on a toujours l'Azerbaïdjan, la Caspienne. Et voilà une carte. Ouais. Alors, la capitale, Bakou. C'est un nom que beaucoup de gens entendent, mais qu'on a du mal à placer sur une carte. Donc, en gros, un peu le périple que va faire Gabriel et ses 3 amis, qui vont lui servir un peu de guide, mais ça va vraiment devenir des amis au fur et à mesure du récit. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, bon, le Karabakh est là, l'Arménie est là, hein. Bon, maintenant c'est fini ça, hein. C'est terminé. Ouais. Hein. C'est une configuration un peu bizarroïde, on se rend compte déjà rien avec ça. Bon, j'enlève l'épisode du Karabakh à part, mais déjà le Nakhichevan qui appartient, qui est séparé. Pour y aller dans le contexte actuel, c'est pas possible de faire ça. Il faut faire ça. Ça donne toute une. C'est un toute une- héritage aussi soviétique. C'est l'explosion de l'Empire soviétique. Ouais. D'ailleurs, tout, l'histoire du Karabakh, l'Arménie, Ouais. tout est. L'explosion du bloc soviétique a créé. Chacun a essayé de tirer les marrons du feu pour Ouais, et puis lui. les soviétiques ont aussi Oui. déplacé des populations. Ça n'a pas changé. Comme je l'ai dit, j'ai fait des conférences, en particulier à une soirée européenne d'ailleurs. Ils m'ont fait un grand discours. Je leur ai dit arrêtez, il y a un patron là-dedans. Joue aux échecs. Le patron, c'est Poutine. Quand il a décidé que ça va, les gamins, vous avez fait jouer, il est venu et les gamins se sont arrêtés de jouer. Mais le vrai, c'est pas l'Europe, on ne sait même pas où aller, l'Europe. Les États-Unis, ils avaient autre chose à faire. Hein. Ah oui, le C'est patron, Poutine. c'est... Le patron, c'est Poutine, et il a dit stop. Donc Voilà. en fait, on a un pays qui est un peu grand comme la Belgique. Oui, un peu, c'est pratiquement ça. En gros, un peu de choses. Et on a 10 millions d'habitants. à peu près 10 millions d'habitants. Mais on a, je sais pas combien d'ethnies, combien Alors là, les ethnies, Enfin, bon, les religions. on Alors, de il y a tout. des multitudes d'ethnies. J'ai côtoyé des gens, notamment dans le village de Kinalig, là, à 4000 mètres, ce village. C'est des lesbiens qui montent à l'époque de Noé. De Noé, pour eux, c'est leur référence. Bon, mais à Oui, on côté- n'est pas loin d'ailleurs de toute cette histoire. Ouais. Alors voilà Bakou. Alors Bakou, donc la vieille ville et la ville moderne, quoi. Hein. Ouais, bah, ça, c'est ce qu'on appelle les Flame Towers. Mon hôtel était là, j'étais là-haut, et franchement, de là où tout est en vert, quand on voit la mer Caspienne à ses pieds, c'est un spectacle inénarrable. Ça se passe de Mais commentaires. on a quand même la vieille ville. Mais la vieille ville est absolument superbe. Ça, c'est les Flame Towers de nuit. Hein. De nuit, Ouais, c'est un peu le symbole de Bakou. là, on voit la mer derrière, Ah, là, ouais, une ouais, espèce oui, c'est de vraiment. riviera. Là. Alors ça, c'est une image qu'on a peut-être plus l'habitude de voir. C'est les oui. champs de pétrole. Les champs de pétrole, mais alors c'est le problème, pas le problème, mais c'est la caractéristique de l'Azerbaïdjan. C'est grand comme
en gros la Belgique, etc., avec des différents paysages, mais c'est un pays qui est installé sur une bulle de pétrole et de gaz. C'est un des grands fournisseurs de l'Europe. Moi, tu sais, cette image, elle m'a fait penser à quelques films. Je crois qu'il y a même un James Bond qui se passe dans le coin, là. Ah, Et oui. on voit on voit cette image. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est la vieille ville. Ah, ça, c'est la vieille ville. Moi, j'aime franchement que se promener là-dedans, il y avait les moucharabiers de tous les côtés, les vieilles villes. C'est, Ça fait penser un peu aux vieilles villes espagnoles ou J'étais italiennes. dans les grands hôtels là, que j'ai montrés tout à l'heure, et quand je suis resté un peu plus longtemps, ils m'ont dit, bon, vous restez, j'ai dit, à une condition, quoi, je veux être en bas. Il n'est pas bien l'hôtel où vous êtes? 5-6 étoiles, hein? Ouais, ouais, J'ai ouais. dit, non, non, moi je veux un petit hôtel dans la vieille ville pour voir. Alors ça, c'est où? Là, c'est la tour de la Vierge, dans Bakou même. Voilà par exemple un style architectural. Ça fait un peu style Alors, colonial, alors non? ils ont, c'est russe, c'est européen, c'est vénitien, c'est iranien, c'est perse, etc. C'est Il y à a la tous les croisée de styles. tous les mondes. Et C'est comme le pays. On le retrouve. Voilà, c'est la nuit. La tour de la Vierge, qui date tout de même du IVe siècle. Hein. Du IVe siècle. Ah oui. Donc là, la photo est un peu sombre. Oui, oui, oui. On retrouve On se Gérard. prend- ouais, ouais. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est un caravansérail. Ça, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu quand je suis arrivé. On m'a dit, voilà, votre hôtel est là. Il y a un magnifique hôtel juste en face. Aussi, super hôtel, magnifique. Et il m'a dit, mais si vous voulez, il y a celui-là. Je suis rentré dedans, je dis, je prends celui-là. D'ailleurs, là, on a la vue de ta chambre. Voilà, voilà. Et la chambre, là. Franchement, être là-dedans, C'est magnifique. c'est hors du temps. C'est hors du temps, absolument. Et c'est là que j'ai situé une grande scène romantique qu'il Exactement. fallait. Ensuite, on a... Alors, ça, c'est très intéressant. Ça, Donc ça, c'est un temple... Ashtaga, c'est le temple Zoroastre. Alors, parmi les différentes religions présentes, il y a le zoroastrisme. Il y a des gens qui, probablement en France, ne savent pas. Hein. Et même moi, j'étais surpris quand je suis allé regarder qui, aujourd'hui, peut être zoroastre. Eh bien, Oui, il y a c'est une religion. un grand nom que tout le monde connaît en musique, Freddie Mercury, était zoroastre. Et il y a des séries d'autorités françaises qui sont zoroastres. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Robert Hossein, dont le C'est père une était religion qui zoroastre. remonte au 5e siècle avant Ah ouais. notre ère. Alors, on va terminer sur les images avec un c'est village de montagne. Le village de Kinali, qui est absolument un village hors du temps, mais on remonte dans le Moyen Âge, même avant le Moyen Âge. Et La petite église de Kish, qui, je le signale, a été entièrement elle date du IIe siècle, de Saint-Élysée. Elle a été restaurée par la directrice de l'université d'architecture à Bakou, mais qui à l'époque était étudiante. Voilà. on va, si tu veux, revenir au livre, parce que le temps passe très vite. Alors, ce livre, c'est un roman, parce qu'il met en scène des personnages qui vont apprendre à se connaître, qui vont devenir vraiment des amis et qui vont travailler pour ce projet. Mais c'est surtout un roman d'amour pour ce pays. Au fil des pages, on découvre des choses extraordinaires. Alors la première chose qu'on découvre, c'est le statut de la femme. Et Fidan, qui est une femme libérée, etc. Alors, je voudrais juste lire un extrait. Hein. Ouais. Ça se passe dans un restaurant. Dans la salle, les deux autres tables attirent l'attention par leur opposition. À la première sont regroupées une bande de jeunes azerbaïdjanais, joyeux et décontractés, les jeunes filles cheveux au vent, vêtues de jupes et de chemisiers. Leur rire résonne, quoi de plus beau que le rire d'une femme quand elle rit à la vie. À la seconde, deux couples sévères, rien qu'à la vue des deux femmes emmurées dans leur voile noir, qu'elles soulèvent pour glisser discrètement une cuillère de nourriture vers leur bouche. De même, pour ces fantômes couverts de voiles noirs, boire un verre d'eau relève de l'exploit d'équilibristes et du prestidigitateur. Le contraste est sidérant. Et Mazati, elle dit la chose suivante, ce sont des touristes étrangers. Oui. C'est le. Bon, je fais très attention à ce que je vais dire, c'est pour moi le drame de la France. On n'a pas compris que pour aider ces femmes à se libérer, on ne doit pas tolérer ça chez nous. C'est un recul. Pour moi, le voile est un recul total. En arrière, on fait. Bien sûr. C'est du mépris pour nos mères et nos grands-pères qui se sont battus près des femmes. Mais libres. dans ce pays, les femmes sont totalement libres.
ont le droit de vote depuis 1920. Fidan, en plus, c'est une personne qui a étudié, historienne, Ah ouais, qui ouais. est... voilà. Ça, c'est assez extraordinaire. Ensuite, on a le multiculturalisme, la présence des juifs. Il y a l'épisode à la synagogue de Guba Ah, qui est ça. magnifique aussi. On va pas avoir le temps de tout lire, hein. Il y a l'influence culturelle notamment de la France. Il y a l'anecdote de Basse-Gall. J'aurais bien aimé qu'on la lise, mais en 2 mots. Elle m'a marqué. Il y a deux anecdotes qui sont Oui, réelles oui. que j'ai citées dedans, et celle de Pascal. Donc c'est un petit village dans le Caucase, complètement paumé, et où on m'a amené dans un atelier qui fait des kalagaïs, qui est le symbole de ce fameux Ce foulard fameux millénaire foulard. qu'on voit sur la photo de la couverture. Et puis mais vraiment, j'étais pire que chez Émile Zola, hein, dans cet atelier. Et puis je parlais avec l'interprète. Et à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui était derrière un grand bidon d'huile dans lequel il y avait des choses qui bouillaient, etc. Il vient vers moi, il me dit, vous êtes français? Un français impeccable qu'on n'entend plus chez nous, surtout pas dans nos banlieues, hein. Alors je regarde, je dis, oui monsieur, qui vous avez appris ça où? Ah ben ici à l'école. Je dis, non mais vous parlez un français, écoutez, je suis subjugué. Et il commence, il me fait, ah vous savez, hein, La Fontaine. Alors je dis, oui, oui, La Fontaine. Oui. Et puis il continue, et puis vous savez, Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Là je commençais à avoir des trémolos. Je me dis, mais c'est pas possible que ce gars-là vienne. Il avait quel âge, ce bonhomme, alors? Oh, il avait au moins 70, 75 ans. Donc il était à l'école. Oui, mais et il m'a commencé à me sortir les grands poètes, les grands. J'étais sidéré, ce que j'ignorais. La télé me prenait en ce moment-là. Parce que j'étais Et après, ils ont dit un écrivain français qui est, comme on dit, qui est stupéfait de l'influence Ah, française. c'est magnifique. Mais chez nous, je vais dans une école, parler d'Émile Zola, parler du Petit Prince, j'ai peur d'avoir un grand silence. Oui, oui, il dit oh, j'ai été à l'école française quand il y en avait une à Basse-Gall. Je me souviens de mon instituteur qui nous parlait de la France comme s'il y avait été, bien qu'il n'ait jamais pu réaliser son rêve. Alors nous lisions des livres. C'est magnifique. Enfin, on va inviter les lecteurs. Pour un libraire, c'est bon d'entendre ça. On va inviter Alors par contre, moi j'ai deux anecdotes qui m'ont surprise, mais alors, incroyable. Alors ça, c'est un ovni au milieu de ce roman. La lettre de Bretagne. Elle n'est pas belle? Oh, mais on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et là, on sent Gabriel, qui en fait est Gérard, qui nous sort une partie de son passé, de sa nostalgie. Je ne sais pas qui c'est, mais cette lettre, elle existe. Elle m'a écrit encore. Là, Tu l'as su. elle a été je m'en suis occupé alors qu'elle était Alors, étudiante pleine à de Strasbourg. nostalgie. Il y a son nom d'ailleurs, elle m'en Mais bat. pourquoi cet intérêt pour des bateaux qui ne navigueront plus? C'est évident, ils ne servent à rien. Plus personne ne se préoccupe de leur sort, etc., etc. Et la symbolique de ce passage est simplement magnifique. Mais alors il apparaît comme un ovni dans ce voyage En exotique. fait, c'est comme un ovni, oui et non, hein. C'est en fait quand j'étais, je me rappelle, le soir, prenant mon thé là sur cette montagne, de voir ces gens qui venaient d'un autre monde. Ils étaient d'un autre monde. fait- Je dis, mais En fait, ce sont les Gabriel, bateaux, ces vieux bateaux. Gabriel transporte avec lui son autre monde un petit peu Bon, aussi. oui, quand on écrit, on amène. Alors pour finir, je voudrais que tu me parles d'un autre personnage que j'ai trouvé fabuleux, Ahmed Michel. Qui est Ahmed Michel? Mais alors c'est encore une fois un truc extraordinaire. Elle est réelle. Ben, c'est un jeune azéri soviétique, l'époque soviétique, hein. Elle est quand Donc on est pendant la guerre, hein, puisqu'il a été résistant français. Voilà, donc il a été pris prisonnier par les Allemands, etc. Et finalement, il a joué le jeu des populations non russes. Hein, etc. Et donc, moi, je ne suis pas tellement fou. Et les Allemands jouaient là-dessus aussi pour récupérer Parce des qu'ils gens. avaient des Et intentions. il est parti en France comme ça, en tant que pas collaborateur, mais dans des unités que les Allemands pouvaient utiliser. Et à un moment donné, il voulait partir. Il a réussi à s'en aller. On l'a
on l'a drogué à la limite de la mort, mis dans un cercueil, il a été enterré, et en fait c'est la résistance française qui l'a sorti du cercueil. Donc, une histoire comme ça est absolument folle. Et il est rentré dans la résistance où il a été un nom reconnu. C'était extraordinaire. Et à la fin même, la fin de la guerre, quand De Gaulle est venu à Bakou, il y a une plaque, hein, il a dit « Je veux voir Ahmed Michel ». Il a été décoré. Et il a été reçu. Décoré par De Gaulle. Par De Gaulle. Alors que les Soviétiques l'avaient mis en prison. Totalement au en retour. prison. Oui, comme tous les gens qui avaient travaillé avec l'Occident. Hein. C'est une vieille tradition communiste, la trahison. Elle est bien connue. Hein. Et donc, puis, du coup, quand il a été reconnu ainsi, et De Gaulle lui a offert une voiture, qu'il a de suite offert à une association. Ça donne la teneur du personnage. J'ai vu le fils, c'était fabuleux, reçu par le fils. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. J'imagine. On est tombé. Tous mes amis me cherchaient, on était tombés dans les bras l'un de l'autre. Moi, j'aime bien les moments de grâce extraordinaires comme ça. Voilà. On va s'arrêter là, Gérard, parce Ouais. que le temps passe. Pour conclure, je dirais aux lecteurs, découvrez ce livre. Il y a tellement de choses dedans, tellement d'anecdotes, tellement de personnages à croiser, à rencontrer, mais c'est fabuleux. Et puis, en fin de compte, on va quand même dire, on va pas dévoiler la fin, mais on va quand même dire que ce personnage de Fidan, on ne peut qu'en tomber amoureux. Alors, L'insoumise du Caucase, à lire, mais en le dégustant à petite gorgée. Oui, il faut lire. Il faut découvrir un pays. C'est un grand voyage. Oui, Par cette période de confinement, je trouve que, honnêtement, on offre aux gens la possibilité d'un grand voyage. Merci Gérard, à une prochaine émission. Merci.